Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Soyez les bienvenus sur ma page Facebook pour ce soir vivre une nouvelle émission consacrée au rallye. Alors la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, on s'est intéressé au rallye hors les frontières, on va dire. On est parti du côté de la Belgique. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'émission, cette émission avec Cédric Cherin, elle est toujours disponible. Donc n'hésitez pas à aller la voir aussi bien sur Facebook pendant encore 15 jours ou encore sur ma chaîne YouTube. Je l'ai republié et ça sera le cas d'ailleurs avec cette émission. Donc pour celles et ceux qui arriveraient un petit peu tard, pas de stress, vous allez pouvoir la retrouver. J'espère que vous avez l'image comme il faut, que vous avez le son comme il faut. Je vous laisse vous installer tranquillement sur ce direct. En tout cas, si à un moment donné vous voyez qu'il y a une petite coupure de son, n'hésitez pas, vous me le dites. J'essaie de regarder vos commentaires. Je fais genre je sais faire, je sais pas faire, mais je fais genre j'appuie sur des boutons et si ça marche, tant mieux. On va dire ça comme ça. Et on est parti pour une heure d'émission avec un invité exceptionnel, un invité que je tenais à recevoir dans cette émission qui a contribué, il ne le sait pas encore, il nous écoute, hein, vous ne voyez pas à l'écran mais il nous écoute, il a contribué à ma passion, on va dire voilà, tout ce qu'on a pu vivre sur le championnat de France des rallyes, tout ce que j'ai pu vivre dans mon adolescence à ce sujet, on va en reparler bien sûr avec lui, beaucoup de souvenirs bien sûr qui remontent à la surface. Je vous propose sans plus tarder de l'accueillir. Le voici, le voilà sur notre écran. C'est Eric Brunson qui est avec nous ce soir. Comment ça va, Eric ? Très bien, Pierre. Merci à toi de m'accueillir dans ton émission. J'ai regardé Cédric la semaine dernière pour voir comment ça se passait, puis d'autant plus que je connais un peu Cédric. Donc, en tout cas, je te remercie pour ton invitation ce soir. Eh ben écoute, Et bonsoir à tout le monde. c'est avec grand plaisir en tout cas que je te reçois, Eric. Comme je le disais, j'ai plein de souvenirs d'enfance à évoquer avec toi. Et puis j'espère qu'on verra si tu es meilleur que Cédric Cherin sur la dernière partie de cette émission, parce que j'ai des petites questions bien sûr à te poser. Bon, Cédric avait été bon, on verra si tu es meilleur. Je rigole, hein. Je salue Cédric si jamais il nous regarde. Et d'ailleurs, on n'oublie pas le pari qu'on a lancé sur cette émission il y a 2 semaines, à savoir évidemment la mise en place d'un challenge Porsche en France, ou en tout cas sur un terrain neutre entre Cédric Cherin et Tony Cosson. On va en reparler aussi, hein. Eric, tu t'en doutes de Tony Cosson parce que tu vas le retrouver dans quelques instants. C'est aussi la raison pour laquelle on fait cette émission. On est parti pour le mois d'octobre. Qui dit mois d'octobre en France dit mois de finale de Coupe de France des rallyes, bien entendu. Et dans quelques semaines, dans quelques jours, on sera tous ensemble du côté de Lisieux, pas très très loin de chez toi, Eric. Tu tenteras de remporter ta première finale de Coupe de France des rallyes en carrière. Et bien sûr, on va en reparler durant toute cette émission. Alors, comment ça va se passer, mon cher Eric ? Bah, du coup, si tu as vu l'émission avec Cédric, tu sais que je vais te timer, je vais te mettre un timer de 45 minutes, 45 minutes au cours desquelles je vais avoir quelques questions à te poser pour revenir justement sur les temps forts de ta carrière, pour parler de ton actualité du moment, de ta campagne qualificative notamment jusqu'à la finale de Lisieux, et puis pourquoi pas effectivement parler peut-être de l'avenir, si tant est que tu aies des choses à nous annoncer. En tout cas, voilà, si tu veux le faire, c'est maintenant, c'est dans cette émission, tu as 1 heure pour te préparer, pour nous lancer des scoops, je ne sais pas si jamais tu en as, n'hésite pas. Bon, si t'en as pas, c'est pas grave, hein, t'inquiète, hein, on va quand même aller au bout de l'émission, je préfère te rassurer. Est-ce que tu es prêt, Eric, pour que je lance ce timer ? Totalement prêt. Allez, c'est parti. Tu vas passer sur le grill, hein, je te préviens, pendant 45 minutes. Et avant quand même de lancer le timer, je précise à toutes celles et ceux, vous êtes déjà nombreux et nombreuses, merci beaucoup à nous avoir rejoints sur le live, que vous allez pouvoir poser vos questions dans le chat. Je fais le maximum, les amis, pour pouvoir poser toutes les questions. Je vous cache pas que des fois c'est un peu compliqué, mais je fais en sorte de tout lire et je fais en sorte de toutes les poser à Eric. On est parti, le timer qui s'affiche à l'écran. Eric Brunson, tu es né le 15 mars 1974, tu as 51 ans, c'était qui tes idoles sportives, de sport automobile, pas que de sport automobile, peut-être d'ailleurs de ton enfance, de cette période-là justement? Alors, ça va un peu te surprendre, mais mes idoles, quand je me suis intéressé au rallye, c'est-à-dire à l'âge de 8 ans, c'était des pilotes locaux, quelques pilotes locaux que je voyais donc faire le rallye de la Côte-Fleurie, tels que Jean-Michel Guégan, Michel Nourri, Pascal Thomas, des pilotes donc plutôt des pilotes qui roulaient en Normandie principalement, sur les Porsche R5 Turbo, etc. Et donc,
comme ça me faisait rêver de les voir chaque année au rallye de la Côte-Fleurie, c'était un peu mes idoles. Et à tel point, c'est que à l'âge de 7-8 ans, quand je me suis passionné pour ce sport, j'ai commencé à faire des cahiers comme il y a des grands cahiers de classe. Et j'écrivais, je faisais des commentaires après les rallyes, j'écrivais moi-même, je faisais des découpes d'articles de presse. Et c'était vraiment, j'étais vraiment passionné à fond et c'était mes idoles en fait. T'étais journaliste, quoi, en gros, pour la faire J'étais un simple. peu journaliste, je découpais les coupures de presse de la PQR locale et donc du coup, je faisais mes petits commentaires et ça me faisait rêver. Voilà, j'imaginais même pas à l'époque, bien évidemment, que j'en ferais et que j'aurais près de 250 rallyes dans les bras, mais c'était vraiment une époque formidable pour moi et je découvrais ce sport à travers ces personnes. Et d'autant plus que le rallye à l'époque, c'était donc au début des années 80, il y avait quand même une ambiance très particulière. Et pour ne citer que le rallye de la Côte-Fleurie, par lequel je suis arrivé à m'intéresser à ce sport, les reconnaissances duraient 3 semaines. Après l'école le soir, je partais avec mon père voir les voitures passer. 15 jours avant, tu avais des voitures de course qui passaient dans les spéciales. Donc, si tu veux, quand tu as cet âge-là, ça te marque et c'est aussi grâce à ça que je me suis intéressé à ce sport et que ça m'a jamais quitté. En fait. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis c'est vrai, pour le coup, à l'époque, c'était pas tout à fait justement la même époque, donc le sport automobile ne s'appréhendait pas de la même manière. Ouais. Alors, Les reconnaissances, excuse-moi, mais les vas-y, reconnaissances me plaisaient autant que la course. En fait, bien les sûr. reconnaissances, c'était un pur plaisir. Il y avait toujours l'incertitude de savoir qui allait passer à 22 heures le samedi soir précédant la course. Et des fois, il passait pas, mais on était heureux. On se retrouvait tous au bord. Il y avait quand même pas mal de monde à l'époque qui sortait. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Et c'était la sortie et les gens discutaient. On n'avait pas communication forcément de tous les engagés sur le rallye qui allait arriver la semaine d'après. Et donc, du coup, il y avait une part d'incertitude et on était patient et on rêvait en patientant. Eh oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors on précise quand même pour celles et ceux qui nous regardent, qui pratiquent le rallye, que les reconnaissances illicites ne sont plus autorisées. Voilà, Tout ça il à faut fait. maintenant Le le monde a préciser. changé. Le monde a changé. Le monde a un petit peu changé et blague à part, on se permet quand même de faire un petit peu de pédagogie, hein, Eric, tant qu'on y est, mais c'est vrai que bon, on peut être nostalgique de cette période-là et je comprends, bien sûr, c'est normal de l'être. C'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, il y a aussi des riverains, il y a tout un tas de Tout à fait. choses qui font que ça se doit d'être réglementé. Je pense aussi qu'on n'est plus tout à fait à la même période, donc c'est Ouais. important aussi de Le le rallye a préciser. suivi l'évolution de la société et dans le sens réglementaire, sécuritaire. C'était tout à fait logique. Mais comme tu l'as dit toi-même, dans la région dans laquelle je vis, dans les années 80, il y avait beaucoup moins d'habitations, beaucoup moins de maisons, beaucoup moins de gênes occasionnés par les voitures. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de construction et forcément, c'est plus possible. Eh oui, forcément, forcément, forcément. Et tiens, tu vois, tu parles du rallye de la Côte-Fleurie, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques minutes, mais on a quelqu'un dans le chat qui nous dit bah, justement que dans sa jeunesse, il a connu Eric Brunson via le rallye de la Côte-Fleurie. Voilà, donc la boucle est bouclée, et ça fait partie bien sûr des rallyes que tu as accroché à plusieurs reprises à ton palmarès. Alors, tu parlais de ton papa, j'imagine que c'était un peu lui la porte d'entrée aussi vers le sport automobile, puisqu'il y a quand même un petit peu d'historique le concernant. Alors, oui, mon papa, moi, il a toujours été branché. Alors, il a fait que 2 rallyes en tant que pilote dans sa vie. Donc, 2 Côtes-Fleuries en 82 sur une Alpine A310. C'est l'Alpine A310 avec laquelle il roulait toute l'année. Et donc, elle a été arsautée. Et donc, il a fait le rallye. Et en 83, il a recommencé sur une Porsche 911 SC. Et il s'est arrêté. Voilà. Il travaillait beaucoup, mon père. C'était quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans sa vie. Et du coup, il n'était pas du tout dans l'automobile. Et puis, bon, il avait pas le feeling de pilotage, c'était pas son truc. Donc, mais il était passionné. Après, bon, moi, il était passionné de foot. Moi, je fais beaucoup de football. Donc, quand j'ai repris le rallye, quand j'ai pris le rallye en 1998, quand j'ai décidé de faire du rallye. Donc, c'est mon père qui m'a copiloté sur mon premier rallye. C'est un petit rallye en Normandie, à Ponto de Mer. Et donc, il m'a copiloté.
Et à la fin du rallye, il a dit, moi, faut que tu trouves un copilote, c'est pas fait pour moi, t'es un fou, c'est bon, quoi. Et donc, il a fallu que je trouve un copilote. Et bon, j'ai eu une petite période au début de mes années rallye où j'ai pas mal changé de copilote. Et donc, ça m'a un petit peu gêné. Et puis, en fait, mon père m'a dit un jour, c'était en 2003, il m'a dit allez, je reprends du service, je monte avec toi et on fait le championnat de France sur une Fiat Punto Kit Car. Ouais, tout à fait. Et donc, c'est mon père qui m'a copiloté en championnat de France toute la saison. Bon, on a eu des galères hein, parce que la Fiat Punto Kit Car n'était pas d'une fiabilité extraordinaire. Elle était belle, hein, ceci étant, c'était une très belle voiture. C'était une superbe voiture qui roulait en mondial. Enfin, je veux dire, c'était une superbe. Le design était extra. C'était une voiture qui avait une tenue de route assez exceptionnelle parce que je roulais à l'époque un peu en Saxo Kit Car et j'ai roulé après en Punto Kit Car. J'avais été bluffé par le châssis, mais par contre, au niveau fiabilité moteur, c'était une catastrophe. On a quand même cassé 3 moteurs. Donc, ça prenait bien trop de tours et c'était pas adapté à nos régions assez rapides où il y avait beaucoup de charges et le moteur en pleine charge, il supportait pas. Mais bon, donc mon père m'a copiloté durant cette saison. Mais là, bon, là, à la fin de la saison, il m'a dit c'est trop fatigant, championnat de France, etc. Donc, il a quand même fait une saison complète à mes côtés. Et puis, depuis toujours, bah, il me suit. Chaque rallye, il est là. Je pense qu'il n'y a même pas eu un rallye depuis que je roule où il était absent. Il est passionné. Il s'occupe de toute la préparation du rallye avec le team. En l'occurrence, aujourd'hui, le team Eladé, toute la logistique, etc. Donc, il m'aide beaucoup et c'est un vrai passionné. Bah oui, c'est sûr. Il est toujours avec toi, en tout cas. Toujours au point stop pour prendre les chronos, essayer de. Enfin, c'est vrai que ça, c'est sa passion. Voilà. Mais par contre, en termes de pilotage, il s'est jamais senti vraiment à l'aise à piloter. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'a pas persévéré au-delà. Quoi. Ouais, bah peut-être que ça lui va bien, ce rôle de passionné à tes côtés, finalement, te voir évoluer, t'accompagner à tes côtés. C'est vrai que ça a toujours été un petit peu ça. Alors, en parlant justement du niveau national, c'est vrai que tu le disais, hein, ton premier rallye 1998, si toutes les infos sont exactes, et c'était donc justement avec ton papa que l'on salue dans le baquet de droite. Et puis, par la suite, c'est vrai que t'as rapidement, finalement, franchi un petit peu un step avec notamment le volant Peugeot auquel tu as participé. Alors là, on est avant la Saxo, on est avant l'Escort, on va en reparler bien sûr dans quelques instants. Parlons un petit peu de ces années, parce que c'est vrai que tu n'avais pas forcément autour de toi l'entourage, je dirais, qui avait l'habitude de pouvoir t'accompagner sur des rallyes. Et là, d'un coup, tu te retrouves à effectuer cette compétition où il y a quand même beaucoup de monde venu des quatre coins de la France sur des gros rallyes. Pas évident quand même ce step. C'est un truc de fou, c'est qu'en fait, moi, donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, je faisais du football. Mais vraiment, mon père était président d'un club de foot. Je jouais dans le club, etc. Et en fait, donc en 98, quand on a l'idée de faire un rallye, mon père m'avait dit tu fais d'abord tes études. Donc j'étais en fac de droit et donc je rêvais de faire du rallye malgré que je faisais du foot. Et puis, je me suis fait les ligaments croisés au foot. Et puis, du coup, après, le foot, j'avais plus du tout le même feeling. Et donc, j'ai un peu tanné mon père. Il m'a dit, non, mais attends, tu as ta licence en droit et après, on loue une petite voiture pour voir comment ça se passe. Donc, c'est pour ça que j'ai attendu un peu et j'ai fait mon premier rallye à 24 ans. Et après, donc, comment ça s'est passé, ce premier rallye? C'est qu'on n'était pas du tout dans le milieu. Et, hormis qu'on était passionné et qu'on suivait ça de l'extérieur, mais on ne savait pas trop comment ça se passait de l'intérieur, un rallye. Et donc, je me souviens, j'avais pris un magazine de l'époque, je ne sais pas si c'était Rallye Magazine ou quelque chose comme ça. J'ai pris les petites annonces et puis j'ai vu Lou 106, JB Rallye Service, Lou, tu sais, les petites PA à la fin. Ouais. Je l'ai appelé, je suis tombé sur un charmant monsieur et je lui ai dit, bah, je voudrais faire un rallye, voilà. Et il m'a dit, mais t'as jamais fait un rallye? T'as fait du karting? J'ai dit, ah, rien. Je dis, j'ai rien, j'ai jamais appris à piloter. Simplement, j'ai un petit feeling, j'ai l'impression que je saurais faire. J'aimerais essayer de faire, en tout cas. Et et puis il m'a fait confiance. On a fait ce premier rallye. J'ai fait donc mon père à la fin du rallye m'a dit, non, mais attends, c'est bon, t'es un fou. J'abandonne, trouve-toi un copilote. Donc j'ai fait un rallye aussi en Normandie qui était à Beuzeville, tout près de la finale de Lisieux, donc un rallye régional
en fin 98. Et puis le préparateur à la fin du rallye me dit non, tu te débrouilles pas mal, etc. Et tu voudrais pas l'année prochaine, comme la saison 99 arrivée, qu'est-ce que tu voudrais faire? Tu voudrais pas faire la Coupe Peugeot 106? Et je lui dis, c'est quoi la Coupe Peugeot 106? Et donc il m'explique en 2 mots. Et puis je lui dis, allez, banco. Avec mon père, on lui dit banco, on part. Et donc on ouvre la partie en Peugeot, en Coupe Peugeot 106, alors que j'avais que 2 rallyes dans les bras. Et donc, c'était l'aventure des années Peugeot. Et ça, j'en garde un souvenir extraordinaire parce que j'ai tout appris, j'ai quasiment tout appris dans ces années-là. Et c'était très formateur. C'est vrai que n'ayant pas de cursus de formation de pilotage, ne serait-ce qu'en karting, j'ai tout appris en Coupe Peugeot. Et puis de côtoyer tous les pilotes que j'ai pu connaître à l'époque, qui étaient des pilotes extraordinaires. Il y a quand même eu des années où on avait quand même un sacré plateau en Coupe Peugeot. Et moi, je suis arrivé là-dedans comme un petit genou avec beaucoup d'humilité. Et j'écoutais tout le monde, j'ai appris. Bon, j'ai fait pas mal de fautes. Ça arrive, c'est normal en même temps, c'est normal. Cassé quelques 106, mais à l'époque, ça on en parle souvent avec mes anciens collègues de la Coupe 106, ça coûtait pas très cher, les caisses de 106. Donc à chaque rallye, on avait plein de pulvérisés, y compris les mulets de reconnaissance. Et voilà, c'était quand même pas très cher, donc on pouvait se permettre. Mais c'était vraiment des années incroyables. Donc j'ai commencé sur la 106 N2, et après je suis passé la Coupa à la A6, la S16, la 106 S16. Et voilà, c'était des années vraiment, j'ai adoré côtoyer des pilotes qui étaient incroyables. Alex Benguet, Christy Rabassi, je ne vais pas tous les citer, mais Mathieu Biasion, voilà, il y avait vraiment un plateau incroyable. Et il y avait de la terre, il y avait une mixité, donc on a appris aussi à rouler sur la terre, parce que j'avais aucun. En plus, moi, en Normandie, il n'y a aucun rallye sur terre. Donc, ça m'a fait descendre sur des rallyes plus au sud, rouler sur terre. Ça m'a appris aussi un petit peu la maîtrise de la glisse. Voilà, donc c'était vraiment des années. Et puis, on avait Pierre Toujean qui s'occupait de nous à l'époque, dans le cadre de la Coupe Peugeot 106. On a vécu des années vraiment, on était choyés, et puis bien encadrés. Il y avait des bonnes primes. On avait des bonnes primes, je me souviens, qui nous permettaient quand même de rouler quasiment toute la saison. Grâce aux primes. Donc, c'était chouette. Et puis, il y avait Nicolas Bernardi, bien évidemment, que tout le monde connaît également, qui était aussi toujours sur le podium, qui était très rapide. Mais c'était génial. Franchement, j'en garde un souvenir incroyable. Et oui, puis tu as vu passer tous les lauréats rallye jeunes qui forcément sortaient de là et allaient directement, pour certains, en Coupe 106, et puis certains qui effectivement sont allés assez haut. Alors, c'est vrai que finalement, c'est ce qu'on est en train de se dire, c'est que c'était un gros step, mais en même temps, c'est la meilleure école, forcément. Tu te retrouves sur des gros rallyes, terre asphalte, et puis avec des concurrents à armes égales, un petit peu venus des 4 coins de France. Donc, comprendre aussi que ça a eu été une belle école. Et puis après, par la suite, bon, il y a quand même quelques belles années. Et on va justement parler bien de tes premières finales, puisque, enfin même de tes dernières finales, d'ailleurs, en l'occurrence, puisque tu participeras donc cette année à la finale de Lisieux. Et ta dernière finale, elle date d'il y a 19 ans. On se rend peut-être pas bien compte. Ça commence à dater un petit peu. Et là, on ouvre un petit peu le chapitre de la Cosworth, etc. etc. Ça aussi, c'était des années magnifiques qui ont contribué à ta mise en orbite, on va dire, vers le WRC, vers le très haut niveau. Oui, bah, les années Cosworth, c'est après les années Kit Car, pour moi. Vraiment une auto. J'ai aussi énormément progressé avec cette voiture, l'Escort Cosworth Groupa. J'ai passé trois années, un peu plus de 3 ans à piloter cette auto, et ça m'a appris aussi à freiner pied gauche avant de vraiment passer à ce type de pilotage en WRC. Mais la Cosworth Groupa, ça m'a vraiment aidé à apprendre le pilotage pied gauche. Je faisais pratiquement plus que ça. Et puis donc, comme tu dis, comme j'étais en Groupa, je me suis à l'époque, bien évidemment, qu'est-ce que je pouvais faire? J'allais pas forcément m'aventurer en chemin de France. On s'est branché sur la coupe. Coupe de France, et ma première finale, donc c'est Épernay en 2004. Et ça, j'en garde un souvenir extraordinaire, parce que déjà, Épernay, c'est un rallye quand même, malheureusement aujourd'hui, il a un petit peu perdu de son prestige, puisqu'il
redescendu en rallye régional, mais franchement, ça a été un rallye incroyable, avec une région vraiment amoureuse du rallye, des routes incroyables entre les vignes. Et moi, j'ai eu la chance de connaître le rallye à la bonne époque aussi. Et c'est un rallye que j'ai gagné à plusieurs reprises. Mais la première fois que j'y suis allé, c'est en 2004. Et je suis arrivé un peu en terre inconnue, rendez-vous en terre inconnue, parce que j'arrivais, il y avait une concurrence en groupe A de dingue. Bon, il y avait Gilles Nantais avec sa Porsche, la groupe F, qui était quasi intouchable sur un terrain sec. C'était intouchable. Et donc, on était quand même une palanquée de groupe A. Et moi, j'étais vraiment l'outsider de l'outsider. J'étais vraiment pas dans les favoris pour gagner le groupe A. Et puis j'ai eu un super feeling avec l'escorte sur ce rallye. J'ai adoré l'ambiance. J'ai encore des images dans la tête. C'était vraiment, il y avait vraiment une vraie fête populaire à Épernay. Et puis en plus, c'était une découverte pour moi de l'esprit final. Donc, et on s'est donné à fond. À l'époque, mon copilote, c'était Cyril Marie. On a accroché la première place en groupe A. Donc, on était déclaré vainqueur au groupe A finale 2004. Et donc, tout s'est joué à la fin. On a à 2 spéciales de l'arrivée, tout était possible. Et on a tout donné à la fin pour approcher la deuxième place du classement général. Mais c'était vraiment un grand moment pour nous, un grand moment de sport. Et pour moi, c'était vraiment l'escort groupe A. Ça me permettait de m'exprimer en termes de pilotage. C'était vraiment un step supérieur par rapport au kit car que j'avais pu connaître, comme les 1600 kit car, en tout cas Saxo et Fiat, quoi. Donc, et après, bon, je suis allé à l'Île-Rousse parce que je me suis pris au jeu. Forcément, j'ai dit à la finale, on a fait 2, on va essayer quand même de faire mieux. Et puis bon, c'est pas que Épernay c'est pas bien, mais l'Île-Rousse c'est sympa aussi, quoi. Hein, niveau destination. Oh, j'ai un grand. Enfin, l'Île-Rousse, ça nous excitait un petit peu parce que forcément, la Corse, c'est pour tout passionné de rallye, ça fait envie. Donc, on s'est qualifié. D'ailleurs, j'avais le numéro 1 à la finale de l'Île-Rousse parce qu'avec les Scores World Groupa, ça avait un peu d'allure, surtout en Corse. Malheureusement, ça s'est pas du tout passé comme je voulais parce que j'ai crevé dans la première spéciale. Juste après le premier village qui s'appelait Montegrosso, et je crève, c'était une spéciale de nuit, et je crève et je finis la spéciale sur la roue avant droite crevée, et donc j'ai dû perdre 2 minutes ou 1 minute 30, enfin j'avais perdu toute chance de bien figurer. Mais le lendemain, on s'était pris au jeu, on avait bien roulé, on avait fait je crois 2 temps dans les 3 premiers. On s'était pris au jeu. Le premier passage était un peu compliqué. Le deuxième passage en course, c'était un peu plus facile pour nous. On prenait nos marques. Et puis on avait eu la Notre-Dame de la Serra qui est arrivée à l'Île-Rousse, qui est une épreuve spéciale du championnat du monde qu'on avait eu la chance de faire à l'époque. Et vraiment un grand moment. Et puis pour l'anecdote, on avait passé la semaine avec Jean-Luc Terrier qui était venu nous accompagner, le comité normand en Corse. Et on avait passé une semaine le soir avec toutes les anecdotes de Jean-Luc. C'était un grand moment. Ouais, j'imagine. Et puis après, donc 2006, finale de Nantes, donc ma 3e finale. Et là aussi, beaucoup d'émotions. Il y a eu toutes les émotions sur cette finale. De la joie, de la déception, on a tout connu. On a eu aussi un engouement populaire très fort. Beaucoup de Normands se sont déplacés à la finale de Nantes. Super organisation, météo capricieuse. On a eu une météo très compliquée. C'était hyper glissant. Il y avait pas mal de sorties de route. On a tiré notre épingle du jeu, mais bon, le problème dans cette finale, c'est que le samedi matin, on fait une grosse faute sur des plaques noires, et en fait, avec mon copilote Cédric Mourdon, on s'est retrouvé bloqué derrière un arbre dans une propriété, et on a eu du mal à. J'ai fait plusieurs manœuvres pour repartir. J'ai perdu 45 secondes le samedi matin. Donc, il faut quand même 45 secondes. Là, j'étais un petit peu. On était démoralisés. Et après, on a enchaîné tous les temps scratch. Et on a eu comme une révélation. On s'est dit, mais attends, on est maudits, c'est pas possible. Et on a fait tous les temps scratch, sauf le dernier. Et le dernier, on part. On avait dans notre tête, on s'est dit, on a course gagnée. Et je me loupe bêtement pas très loin de l'arrivée de la dernière spéciale. Et c'était très gras. Il faut quand même imaginer que c'était quasiment par endroit de la terre, un rallye terre. Et l'escorte m'échappe dans une portion de terre pas très vite.
et je me retrouve coincé. Je fais double tête à queue, je me retrouve coincé dans un fossé et je suis obligé de faire 2 marches arrière. Donc je perds un temps, mais je perds à peu près 35-40 secondes et je perds la finale pour 4 secondes. Donc là, donc on était heureux de finir sur le podium parce que mais on était tellement déçus de ne pas accrocher la première place. Ça nous a vraiment un peu plombé le moral en tout cas. Et après, bon, quand on est arrivé au Parc Expo de Nantes et qu'on a vu la ferveur qu'il y avait même autour de nous, c'est qu'on a cru qu'on avait gagné en fait parce qu'on était porté par le public. Et ça, ce qu'on a vécu là-bas, franchement, c'était des grandes émotions. On a des grandes émotions. Mais c'est pour ça, ce rallye, encore, ça a été un vrai rallye où il s'est passé plein de choses. Donc là, c'est ma dernière finale, mais j'aimerais bien revivre des émotions comme ça, même si ça ne s'est pas passé à la fin comme on le souhaitait, mais on a vécu des émotions incroyables. Ouais, Et, on te souhaite pas les mauvais côtés en tout cas. On te souhaite voilà, la globalité du rallye, mais ni la première spéciale ni la dernière. Voilà, on va dire ça. Et bon, c'est ce que je retiens de ces années finales, c'est vraiment la ferveur populaire. Je me souviens à Nantes, il y avait des drapeaux normands partout au bord des routes. Il y avait il y avait une foule de dingue, malgré la météo qui était quand même pas extraordinaire. Il y avait plu, c'était gras et tout, mais franchement, revivre des émotions comme ça. Après, en championnat de France, j'ai eu d'autres émotions, forcément, mais il n'y a pas eu ce côté populaire comme il y a dans d'autres sports très populaires. Là, la finale, ces finales-là que j'ai connues, principalement Nantes et Épernay, il y avait beaucoup de monde. Et jusqu'après le rallye, il y avait une fête, une vraie fête, la fête du sport. Et on espère que ça sera la même chose du côté de Lisieux, voire même encore mieux, sait-on jamais. Mais c'est vrai que le parfum de la finale, l'atmosphère de la finale est toujours un petit peu différent. En tout cas, ce qu'on peut dire quand même, Eric, c'est que cette finale de la Coupe de France, enfin l'événement finale de la Coupe de France, ça a peut-être été ta première grosse perf. Hein, je parle de 2004 à Épernay. C'est aussi peut-être cette perf-là, tu vas nous le dire, mais cette deuxième place qui te permet de te dire. Ah ouais, en fait, je peux peut-être viser un peu plus haut et envisager du championnat de France, envisager, comme on le verra dans quelques instants, mais aller jouer le titre et tout. Ça a été un déclic, ces performances? Ah bah, c'est les courses que j'ai pu faire avec les Scott Cosworth Groupa qui m'a fait connaître à travers le territoire. Enfin, les gens ont commencé à parler de moi, etc. Donc, et puis ça m'a donné confiance, ça m'a donné de la confiance. Je me suis rendu compte que en termes de pilotage, je progressais à enchaîner les courses avec les Scott Cosworth Groupa. La finale de Nantes, c'était un déclic aussi. Alors, à Épernay, c'était un premier déclic parce que là, j'arrivais de nulle part. Et Nantes, c'était encore un autre déclic. Et c'est vraiment 2 paliers importants dans ma carrière. C'est les deux gros paliers qui m'ont effectivement, comme tu le dis, donné envie de goûter au championnat de France par la suite. Ça s'est fait un petit peu bêtement aussi parce que finale de Nantes, on a été le meilleur performeur en termes de temps scratch. Et donc je fais le rallye de La Rochelle qui devait avoir lieu 3 semaines ou un mois après. Et rebelote, on signe quasiment tous les temps scratch au début du rallye. On avait pratiquement 1 minute 30 d'avance sur les poursuivants. Et la voiture est tombée en panne d'alternateur à 3 spéciales de l'arrivée du rallye. Alors là, on était effondrés. Et en fait, j'ai un coup de fil le lundi de Arthur de Souza de La Rochelle qui m'avait vu, qui avait vu mes chronos. Il m'a dit, mais c'est incroyable. Il m'a dit, je veux ta voiture. Je me souviens parce que j'étais pas des vendeurs sans être vendeur. Et son coup de fil, je me souviens, le lundi soir, je veux ta voiture. Et donc, on a décidé de vendre. Et puis après, du coup, ça a un peu précipité les choses. Cela étant, j'ai eu un petit interlude où j'ai monté Avec la une Lancer. Mitsubishi Evo 9 Groupa. Ouais, tout à fait. Parce qu'après, effectivement, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit c'était un peu la mode, il faut quand même s'en souvenir à l'époque, c'était tout nouveau. Les Evo 9 Groupa, déjà la Mitsu Evo 9, c'était quand même une voiture qui marchait admirablement. Alors en Groupa, c'était sur le papier, c'était mieux que le reste. Malheureusement, c'était pas fiable, donc j'ai essayé de monter cette voiture-là, ça n'a pas marché. Et donc là, ça a été la décision, c'était de se dire
on passe à la WRC et on tente le championnat de France. Parce que de toute façon, je n'allais pas repartir en escorte Groupa. J'avais fait mon temps. Il fallait que je passe à autre chose. Et après, je n'avais pas 36 solutions. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir acheter la voiture d'Hervé Knapik, qui était une Subaru WRC S8 ex-ProDrive, avec laquelle Benoît Rousseau avait roulé donc en championnat de France. Et donc moi, il m'a repris ma Mitsou Evo 9 et donc j'ai eu la chance de pouvoir attaquer le championnat de France avec la Subaru. Et après, donc j'ai roulé 13 ans en WRC, 13 années. Donc les années Subaru. Et après, quelques années en Ford Fiesta WRC. Donc c'est un bail aussi dans ma carrière. J'ai quand même beaucoup roulé en WRC et là, j'ai repassé des paliers, même ne serait-ce qu'en termes de pilotage. Et puis voilà. Et puis bon, le plaisir. J'ai eu un plaisir incroyable. J'ai eu une chance inouïe d'avoir pu rouler autant d'années en WRC et avec tout le plaisir que ça peut procurer. Eh ben c'est sûr, eh ben regarde, tu vois, la transition est toute trouvée, je vais t'embaucher, hein. Tu vas rester sur toutes mes émissions, Eric, tu me fais les transitions comme il faut, mais évidemment c'est un chapitre qu'on ne pouvait pas ne pas ouvrir, hein, ce chapitre championnat de France des rallyes. Alors dès 2008, hein, première saison avec la Impreza, c'est 2008, ça marche tout de suite, ça gagne tout de suite, tu joues le titre tout de suite, et moi personnellement j'ai une image qui m'a toujours marqué, c'est forcément le VAR. Ce début d'incendie dans la dernière spéciale du rallye. Il faut se rendre compte, hein, on se rappelle peut-être pas bien de ce qui s'est passé, mais vous jouez le titre avec Denis Nobek et avec Gilles Mondésir d'ailleurs en l'occurrence, et puis en toute fin de rallye, finalement vous perdez le titre malheureusement avec cet incendie dans la spéciale. C'est un truc qui m'a marqué, voilà, ça m'a marqué. Ça a marqué beaucoup de gens. C'est vrai que j'aurais pu dire j'arrête le rallye parce que ce que j'ai vécu ce jour-là, je le souhaite encore une fois à personne parce que c'était quand même très dur à vivre. En fait, il restait les deux spéciales du dimanche matin au Var, les deux longues spéciales. La première, on partait de nuit. Et en fait, j'étais parti sur un rythme d'attaque. Et en fait, je sors de la route, mais je tape pas, enfin la voiture, je tape par l'arrière je glisse sur des feuilles. En fait, c'est vrai que de nuit, le matin au Var, avec toutes les feuilles, par moment, c'est pas forcément évident. Et donc je me fais piéger pas loin de l'arrivée de la spéciale. Je pars en tête à queue et je tape la roche par l'arrière. Et en fait, ça avait touché l'échappement et qui avait un petit peu bougé. Et donc je rejoins l'arrivée et on fait donc Danis Novek arrive et en fait j'avais fait un temps très correct, donc c'est-à-dire que j'étais loin devant lui, en termes de performance dans le chrono, il n'y avait pas de panique, quoi, il n'y avait pas de problème. Et donc on passe par l'assistance. Et puis je crois qu'en plus de voir, je me permets de te couper, mais je crois que la deuxième place te suffisait, si je dis pas de bêtises. T'avais pas obligé de gagner. La deuxième place me suffisait et on n'avait pas l'info. En fait, on a été très mauvais sur ce plan-là. Donc j'ai continué à attaquer le matin en fait. Et donc ce qui m'a été fatal, c'est l'attaque avec la touchette, parce qu'en fait l'échappement avait bougé, mais ça n'a pas forcément été identifié comme il fallait. Et on est repassé par l'assistance. On n'avait pas de quoi changer l'échappement. Donc je suis parti dans la dernière spéciale en me disant, donc j'avais les consignes de ne pas mettre de boost et de rentrer, de faire la dernière spéciale, c'était la spéciale du plan de la Tour, sans mode boost, d'ailleurs en mode road, et de rouler, il n'y avait pas de risque à prendre. Et donc je suis parti sur un mode, quand on vous dit dans la spéciale, tu ne mets pas en mode boost, tu pars en mode road, en mode routier, c'est-à-dire sur un rythme très cool, et tu rejoins l'arrivée, tu dis bon, ça va bien se passer, si ce n'est qu'au bout de 10-12 km, la fumée commençait à apparaître dans l'habitacle, et puis j'ai continué à rouler, dans ma tête, je me dis mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu dans la voiture, et puis en fait Cédric au bout d'un moment me dit mais attends, on peut pas continuer, il faut s'arrêter, puis on s'arrête à un point commissaire, puis après bon, j'étais obligé de m'arrêter, donc c'était fini. Puis l'incendie s'est propagé, donc les concurrents qui passaient, donc Danis Nobek est passé, voilà, et puis après les concurrents derrière se sont arrêtés les uns après les autres, et on a fait une chaîne humaine pour sauver la voiture avec
il y avait un petit cours d'eau juste à côté sur le bord de la route. Tout le monde a été chercher de l'eau, les extincteurs de tout le monde, y compris Sébastien Loeb. Séverine et Sébastien Loeb sont arrivés avec ces deux. Ils m'ont donné leur extincteur. Donc, on a pété plein d'extincteurs. On a mis de l'eau. Parce que tout venait de l'arrière de la voiture, en fait. Et donc, dans l'habitacle, on a mis plein d'eau. On a sauvé la voiture. Par contre, on n'a pas sauvé le titre. Et malheureusement, je suis resté tanké là-bas avec une voiture qui était à moitié brûlée. Et dans un état pitoyable. Donc un moment incroyable. Et aussi mon équipe qui était au point stop, qui nous attendait et qui avait même tout préparé pour nous accueillir pour le titre. Ils voyaient une fumée au loin dans le massif des morts. Ils apercevaient la fumée et ils n'en revenaient pas, ils s'arrachaient. Enfin, ils étaient dépités. Ouais, d'autant qu'à l'époque, c'est vrai que c'est pas comme maintenant, on a vite l'info quand on est au point stop. Là, on parle de 2008, hein, donc on n'avait pas les réseaux sociaux, etc. etc. Donc ça fait un peu drôle, je pense, quand tu vois arriver la 307 et pas la, et pas la Subaru. Oui, non, mais il n'y a que la 307 qui est arrivée au final à la fin de ce rallye. Et puis, du coup, ils apercevaient une fumée. Et après, forcément, le commissaire, etc., tout le monde était paniqué. Donc, c'était assez angoissant pour tout le monde. Et donc, les infos qui circulaient n'étaient pas forcément. Donc, c'est un moment extraordinaire, mais que j'ai revécu un peu différemment, mais presque en 2011, quand même, sans souvenir. Donc, je suis quand même un des seuls pilotes français à avoir perdu 2 titres du championnat de France dans la dernière spéciale du Rallye du Var. C'est clair. Et 2011, c'est pas triste non plus, parce que 2011, c'est une panne mécanique. C'est ce que j'allais évoquer. Alors, je te cache pas que je me permets d'accélérer un tout petit peu, parce que tu vois, on avait notre timer de 45 minutes. Il nous reste déjà plus que 12 minutes, tu vois. Tellement on débordera. On pointera en retard, c'est pas grave. Mais des fois, ça vaut le coup. Mais c'est vrai que ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu 2011. Alors, 2011, c'est totalement différent. C'est vrai que c'est un rallye un peu décousu, dans le sens où Gilles Nantais sort au début du rallye, mais potentiellement, il peut être encore champion si tout le monde abandonne. Il reste que toi, t'es en tête du rallye, tout va rouler. Et puis il y a cette panne mécanique effectivement dans la dernière spéciale. Bon, globalement, si on prend tout ça, en fait, moi ce que j'aimerais savoir, c'est comment toi tu as réussi à rebondir, en fait, parce que là pour le coup, on parle souvent des hauts, des bas, etc., etc. Là pour le coup, être 2 fois comme ça à 2 doigts d'un titre de champion de France et quand même retrouver la motivation de remonter des autos, de repartir à l'assaut de différentes échéances. À un moment donné, il faut quand même aussi avoir un certain mental. Faut se sentir prêt à pouvoir repartir et savoir se challenger aussi. En 2011, c'est juste après l'épingle de Colobrières, hyper connue, l'épingle. En allant vers l'arrivée, il restait 15 km. Quand la queue de boîte s'est cassée, alors que je roulais mais vraiment en mode piane, je me suis garé à droite. Là, je me suis effondré. J'étais en pleurs. J'ai jamais pleuré comme ça sur un rallye. Je me souviens, il y avait l'hélico. Ouais, je me souviens, c'est ce que j'allais dire. Je me souviens de cette image qu'on voit dans les résumés, l'hélico. Tout à fait. J'étais dans un état second. J'avais juste à rallier l'arrivée, même au ralenti, quoi. Je me souviens, j'avais plus de 6 minutes d'avance sur l'autre véhicule qui potentiellement pouvait me retirer des points. Et donc j'étais en mode ralenti. La voiture a eu une faiblesse à ce moment-là. Et après, donc, effectivement, je peux te dire que qu'on suivi, c'était pas gai, mais encore une fois, c'est la passion qui m'anime. Si je suis encore aujourd'hui à l'âge que j'ai en train de rouler comme je le roule, et puis c'est vrai que la quête pour la finale de Lisieux, tout ce que j'ai pu mettre en place, j'ai su rester debout à chaque fois. Ces 2 titres manqués dans les dernières spéciales du Rallye du Var, j'aurais pu tout arrêter, abandonner, et puis en fin de compte, la passion prend le dessus. Et voilà, j'ai dit, malgré toutes ces galères, voilà, je reste debout, je repars, et voilà, la saison suivante, on est reparti avec de nouvelles ambitions. Bah, tu mûris aussi, tu apprends aussi de tes erreurs. Si ça s'est passé comme ça, c'est qu'on a fait des erreurs aussi, et voilà, on apprend et ça nous fait progresser. Il faut voir ça aussi comme ça. Dans la vie, c'est vrai que c'est un peu comme ça que je fonctionne, mais on a eu par la suite aussi un accident grave, mais j'aurais pu aussi dire j'arrête tout. Et puis voilà, on est revenu 6 mois après le grave accident et on a gagné le Touquet. J'ai toujours su rebondir quand même malgré mes malheurs. Et pour répondre à ta question, je pense que c'est avant tout ma passion qui est née quand j'étais tout petit et qui est toujours pareille aujourd'hui.
Bon, bah, on espère que ça va se poursuivre, mais en tout cas, c'est balèze. Enfin, voilà, faut le dire aussi, c'est balèze. Il y a parfois, bah, oui, bien sûr, les accidents, ce genre de choses qui peuvent arriver, mais c'est vrai qu'il faut quand même, quand le sort s'est acharné comme ça, parce que je pense qu'on peut le dire, hein, j'enlève en rien les titres ni de Gilles Nantais, ni de Denis Nobek, hein, bien évidemment, mais il est clair que, et 2008 et 2011, tu méritais amplement ces titres. Le sort s'est acharné, donc on espère en tout cas que eh bien pourquoi pas, on en reparlera dans 3 semaines, mais différemment, voilà, que le sort t'aura cette fois-ci accordé un autre destin. Alors, il y a un autre titre quand même hein, à ton palmarès, c'est vrai qu'on l'a un petit peu mis de côté par rapport à ces années championnat de France des rallyes première division, c'est le titre deuxième div en 2015. Pourquoi être allé chercher ce titre en deuxième div? Est-ce que c'est un peu la suite de tout ça, de te dire bon finalement le premier div ne veut pas de moi, le destin n'a pas voulu de moi, je vais tenter autre chose? En toute sincérité, c'est vrai que le deuxième titre manqué d'un cheveu, ça m'a un petit peu dégoûté, mais cela étant, on est revenu quand même avec la Subaru S12B, la WRC, avec des ambitions. Malheureusement, c'est ma sortie du Lyon-Charbot qui m'a plombé dans mon élan, parce que j'ai eu un petit problème. Je ne sais pas si on a oublié, mais j'ai eu une suspension de licence de quelques mois, même si j'ai été blanchi après, ça m'a perturbé dans ma course au titre. Donc après, ça m'a un petit peu écœuré, j'ai un peu décroché par rapport à cet objectif de titre. Et après, donc on est passé, on a dit stop aux années Subaru et on est passé à la Fiesta WRC qui me semblait être une voiture, parce qu'à l'époque, je me battais avec Julien Morin, qui avait la Ford Fiesta WRC et je sentais qu'avec la Sub, on était au bout du bout et la Fiesta, je la trouvais plus agile, plus facile à manier. La Sub, elle était quand même assez compliquée, la Subaru S12B. Elle était quand même complexe à emmener. Hein. Il n'y a qu'à regarder les best-of toutes les vidéos best-of de moi. J'étais tout le temps comme une propulsion pratiquement. Donc, c'était une auto assez compliquée. La Fiesta me paraissait plus facile. Donc on est passé à la Fiesta. Et puis en 2015, effectivement, je me suis pris au jeu du D2, un peu par hasard. Parce qu'il a par Épernay aussi, non? Un rallye que tu faisais souvent et ça t'a motivé? Ouais, ça m'a motivé. J'ai fait un ou deux rallyes que j'ai gagnés. Et puis en fait, on s'est dit, en fait, en faisant 4-5 rallyes dans la saison, peut-être qu'on va gagner le titre. Donc on s'est pris au jeu, encore une fois, comme des enfants, comme des gamins. Voilà, on est un peu des grands enfants hein, pour faire ce sport-là. Et puis du coup, on s'est pris au jeu avec Cédric. On a dit, allez, on joue le titre du D2. Il y avait Tony Cosson à l'époque qui aussi jouait le titre. Donc il y a eu de la bagarre. Mais c'était top. Et bon, après, on a gagné ce titre qui était sympathique. On a eu le droit à la belle cérémonie aussi à Paris en fin d'année, organisée par la FFSA. Et puis voilà, bon, on n'a pas eu le titre D1, on n'a été que vice-champion D1, mais on a eu le titre D2 et on a été très heureux. Voilà, on a profité, savouré pleinement ce moment. Et puis c'était bien aussi que la FISA WRC de gagner ce titre. Voilà, je pense que ça a amené une belle auto aussi en D2 et voilà. Mais ça s'est fait un petit peu par hasard, c'était pas vraiment programmé au départ, c'est ça que je voulais te dire. Bon, si je peux me permettre, hein, quand même, Denis Nobek, il a été champion de France à 67 ans, donc t'en as que 51, donc attends, hein, tu dis que t'as pas gagné le titre en première division, mais on sait jamais, l'avenir te fera peut-être changer d'avis, on sait pas, on sait pas. Tiens d'ailleurs, en parlant de tout ce que tu es en train d'évoquer, il y a Cédric, justement, qui est dans le chat, et qui nous précise, par rapport à 2008, que vous aviez claqué 18 extincteurs, et que c'était très précisément Guillaume Canivin qui vous avait sauvé la voiture. Guillaume Canivin qui avait été extraordinaire, oui, on peut le remercier encore aujourd'hui, parce que lui, il avait été vraiment incroyable. Il s'était coulé sous la voiture, il avait quelqu'un qui a été vraiment admirable ce jour-là et un grand monsieur. Et ben c'est peut-être ça, voilà, le destin lui a offert le titre l'année d'après, on va dire ça comme ça, parce qu'il a été le champion de France de la saison 2009. Alors, pour accélérer, parce qu'il nous reste plus que 5 minutes sur notre timer, mais qu'est-ce qui va se passer si on déborde? Non, je rigole bien sûr, mais on va essayer de le tenir quand même un minimum. Par la suite, eh bien, t'as fini par craquer, parce qu'à un moment donné, les WRC c'est bien, c'est vrai que réglementairement, au plus haut niveau du rallye français, on les a un petit peu mises de côté pour rééquilibrer les forces, on va dire, c'est aussi la base de l'instauration des rallyes 2, et t'as fini par craquer. Alors il a fallu d'abord quand même que tu fasses un rallye pour essayer hein, avec l'Apollo, et après tu t'es laissé tenter, et c'est avec une Citroën C3 que tu as ouvert ce nouveau chapitre. Ça n'a pas dû être évident quand même pour toi de lâcher la Fiesta. Je me rappelle de ton communiqué de vente de la voiture, ça avait pas été évident, je pense.
Non, c'est vrai que les années Fiesta WRC, c'était un pur bonheur en termes de pilotage. Et moi, comme je suis avant tout un amoureux du pilotage, peut-être même plus qu'un amoureux du rallye, un amoureux vraiment du pilotage. Et la Fiesta WRC, ça a été des années incroyables pour moi. Avec mes copilotes, on a vécu des années de pur plaisir. C'est vrai qu'on a eu du mal à passer le cap, hein, mais c'est pas faute de nous le dire, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de pilotes tels que Johan Bonato, Pierre Rocher, donc, qui était avec moi au championnat de France et que je côtoyais, me tanner, il serait temps que tu arrêtes avec ta grand-mère, là, c'est bon, les bouleversés, c'est fini. Mais Ouais, mais c'est parce que j'avais quand du tu mal à venais en passer le cap. championnat avec, tu leur piquais les podiums, c'est pour ça. Ouais, ça aussi, mais c'est vrai qu'au Touquet, c'était dur quand même. Il fallait... Mais bon, euh, j'avais du mal à me dire que j'allais passer le cap. Ça me paraissait fade de l'extérieur. C'est vrai que les autos me paraissaient fades. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours aimé les autos vivantes. 13 années avec les WRC, c'est les autos plus brutales, plus vivantes. Donc c'est vrai, c'est ce que j'apprécie beaucoup. Donc je me suis dit, je vais être déçu, etc. J'avais loué une Skoda, la première génération de Skoda R5 sur un petit rallye chez nous à Pont-l'Évêque. Ouais, c'est vrai. J'avais été vraiment pas du tout séduit, une auto très aseptisée, aucune sensation. Je dis, mais si c'est ça le rallye demain, je ne vais pas pouvoir m'adapter. C'est pas bon, je me fais pas plaisir en plus. Aucun retour d'info, rien. Et puis après, bon, la Polo, ça m'a plus branché. J'ai pris vraiment du plaisir avec la Polo. Bon, j'ai eu des petits soucis mécaniques. Et après, bon, Thomas Breton, mon préparateur, forcément, qui a travaillé sur les Citroën, qui connaît par cœur, ça m'a aussi amené à m'intéresser à la Citroën C3. Et puis, bon, la C3, c'est une auto incroyable. Donc, je suis parti sur la C3. Mais bon, pour revenir aux années WRC, passer même à la C3, ça n'a rien à voir. Entre une Subaru WRC, une Fiesta WRC et une Citroën C3, en termes de difficulté et de pilotage, on ne peut pas comparer. On me demande souvent tu préfères quoi et tout, mais on ne peut pas comparer. C'est deux mondes différents. Deux Ouais, mondes différents. c'est Et sûr. j'ai réussi à m'adapter à ce nouveau monde, mais c'est pas évident. C'est pas évident. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est sûr. Bon, il y a quelques récalcitrants encore hein, qui évoluent avec quelques WRC, mais c'est vrai que bon, aujourd'hui, c'est quand même plus facilement la voiture pour aller gagner. Alors, et on rappelle quand même hein, qu'au volant de cette voiture, tu as signé un très très beau podium au championnat de France des rallyes. C'était l'année dernière au Touquet, troisième derrière, excusez du peu, Léo Rossel et Johan Bonato. Ça va. Il y a pire, hein, j'ai vu de pires performances en tout cas en championnat. C'est pas mal. Bon, on arrive effectivement au sujet qui nous intéresse, c'est la finale de la Coupe de France des rallyes qui va donc avoir lieu dans 2 semaines. Maintenant, ça sera du côté de Lisieux. C'est un événement extrêmement attendu, première finale de l'histoire en Normandie. La Normandie, c'est chez toi. T'as bagarré pour t'y qualifier. Hein. Il y a eu, on en parlait en off, campagne qualificative, on va dire, faite de différents éléments. Concrètement, Eric, c'est quoi l'objectif pour toi de cette finale? C'est d'aller gagner, c'est d'aller faire une grosse paire, c'est quoi? Moi, j'ai fait troisième et deuxième de finale par le passé, donc j'aimerais bien faire premier. Puis de toute façon, tout rallye auquel je prends part, j'essaie de gagner maintenant, mais après, c'est le sport qui en décidera. Et en tout cas, ce que j'aime, c'est essayer de bien préparer les choses. Les gens qui me connaissent bien savent que chaque course, je la prépare du mieux possible pour essayer de se donner toutes les chances de faire le meilleur résultat possible. Et après, on sait que une finale, tout joue sur une course. Alors, une course, on peut avoir un problème dès le premier kilomètre. On peut aussi avoir un problème au dernier kilomètre. Et voilà. Et donc, c'est une course. Elle est longue, elle est compliquée. Je suis très heureux d'y participer. Comme tu disais, la quête pour se qualifier a été ardue, mais ça me motive d'autant plus, peut-être, de bien figurer. Et puis voilà, participer à cette fête. Là, une finale en Normandie, on l'attendait depuis toujours, depuis 35 ans, puisque ça existe depuis 35 ans. On pensait même qu'on ne l'aurait jamais, pour rien te cacher. Et puis, bon, il y a des personnes qui sont investies à 100% au sein du comité Normandie et de la Ligue. Pierre Rague, pour ne pas le citer. donc, grâce à lui, et puis Jérémy Guéné, on a une finale en Normandie. On a un bel événement devant nous et je me devais quand même, depuis les années que je porte les couleurs normandes à travers le territoire national, voire en dehors, parce que j'ai roulé quelques années en Belgique, quelques rallyes en Belgique, pardon, en 2012. Donc, je me devais de participer à cet événement.
Voilà. C'est normal, c'est normal, c'est normal, et on te remercie déjà d'avance de ta contribution. Alors sache que on a débordé du timing de 10 minutes, de 10 secondes, pardon, de 10 secondes. Donc écoute, on peut dire on l'a totalement respecté. Et comme là maintenant on l'a enlevé, c'est bon, c'est pas grave, on a plus besoin, on a pointé, on a passé le point stop, donc là c'est tout bon. Bon, pour reparler un petit peu de cette finale, parce que forcément il y a beaucoup de gens, tu t'en doutes, hein, dans le chat qui nous ont posé des questions. On connaît pas encore la liste des engagés, on va la découvrir la semaine prochaine d'ailleurs, hein, puisque la liste est officiellement, les inscriptions sont officiellement clôturées, mais il revient maintenant aux ligues de faire le point sur leurs différents engagés, de le fournir à l'organisateur qui n'est donc autre que la Ligue normande du sport automobile sous la houlette de son président. Mais c'est vrai qu'il y a déjà des noms quand même, hein, qui figurent un petit peu. Donc on parle de Michael Redley, on parle de Jordan Berfa, on parle d'Anthony Pupo, de Tony Cosson aussi notamment, de Marc Amourette, on en a parlé toi et moi dans un autre registre pour un magazine qui commence par Auto et qui finit par Hebdo. Je fais pas de pub, hein, t'as vu, personne n'a deviné de quoi il s'agissait. Vous direz ça très prochainement. Toujours est-il qu'on devrait avoir un sacré plateau. Il va y avoir du monde à surveiller là quand même. Hein. Du beau monde, effectivement. Tous ces pilotes, tu les connais, hein, j'ai roulé contre eux. Tu as bien résumé la situation. Après, il y a certainement peut-être d'autres pilotes auxquels on n'a pas pensé, en tout cas, dont on n'a pas l'information. Tiens, j'en ai un dans le chat. J'en ai un dans le chat, mais je sais pas si j'ai le droit de donner l'info, mais il vient de faire un coucou de Guadeloupe. Voilà, vous irez voir. je dévoile pas son nom. Par contre, j'ai un scoop, c'est que David Salanon ne veut pas venir. Parce que je l'ai eu hier, j'ai échangé avec lui, il m'a dit que la boue, il aimait pas ça, il préfère la regarder dans son canapé. Et on salue David d'ailleurs. On salue David. Donc, quelqu'un qui est très sympa, avec qui j'ai roulé pas mal d'années, etc. Mais lui, il ne viendra pas. Donc, voilà. Mais bon, dans les noms que tu as cités, Michael Redley, pour moi, c'est, je pense, sur le papier, le favori. Pourquoi ? Parce qu'il a gagné les 2 dernières éditions de la Côte-Fleurie, qui est un rallye quand même local. Et on n'a pas pu le battre sur les dernières éditions. Il est plus jeune. Il a la fougue de la jeunesse. Donc je le mettrai quand même en gros client sur cette finale. Il habite à Blangy-Château. Blangy-Château, c'est à 2 pas de Lisieux. Il habite encore plus près que moi de Lisieux. On va dire que je mettrai vraiment en gros client pour cette finale. Après, Jordan Berfa, pilote très très bon. Je l'ai vu à Aurélie-La Rochelle il y a pas longtemps. Il avait fait un rallye incroyable. Il a bien sa voiture en main. Marc Amourette, c'est un peu ma génération. C'est un vieux briscard, un vieux renard. Et puis, il a quand même une faculté de s'adapter. Et puis, je sais qu'il va être motivé sur cette finale, puisqu'il fait partie du comité Normandie. Après, Tony Cosson aussi, puisqu'on a vu le résultat qu'il a fait encore le week-end précédent avec la Porsche. Là, il a une arme de guerre. Je l'avais vu à Dieppe cette année. Je l'ai vu partir devant moi, et c'est vrai qu'il a une arme de guerre. Si le terrain est favorable et sec, je pense que ça va falloir compter sur lui. Ouais, c'est pas impossible. Et puis on aura peut-être d'autres surprises. Et comme tu l'as dit. Il y a Anthony Pupo. J'ai oublié Anthony Pupo qui est venu s'essayer, qui a essayé sur 2 rallyes. Donc on a fait un rallye l'un contre l'autre à Saint-Germain-la-Campagne fin août. Et qui a fait les il m'a un peu surpris, en toute honnêteté, parce que venir du Sud et faire le chrono qu'il avait fait dans la première spéciale. On était tout serré, et ça m'a un peu surpris parce que c'est des routes moi que je connais bien, et donc ça va être un client aussi. Il est motivé, c'est quelqu'un qui a l'air vraiment passionné et qui a bien sa voiture en main. Donc je pense que dans les pilotes que tu as cités, effectivement, le podium sera pas loin. Ouais, et puis il y a quelques revanchards en plus, hein, ça c'est sympa. Tout le monde va avoir bien la dalle, je pense, entre Tony Cosson qui se rappellera de 2016, entre Michael Redley de ces dernières finales qui ne sont pas super bien passées. Toi, voilà, t'as aussi des choses à écrire, donc ça peut être très très chouette. Allez, j'ai encore d'autres questions à te poser, Eric, notamment des gens qui nous avaient posé des questions en marge de cette émission, donc depuis hier sur les réseaux sociaux. J'en ai noté quelques-unes. Désolé d'avance si j'en ai oublié certaines, et je vais essayer quand même de faire un petit tour des questions qui sont présentes dans le chat. Alors, sans parler de la finale, est-ce que 2026, une petite apparition au championnat de France des rallyes, c'est possible? On nous a parlé notamment du Vosges Grand Est, il y a quelqu'un qui aimerait bien t'y voir. Le Touquet, bien sûr, ton rallye, tu es l'homme du Touquet, on peut dire ça comme ça. Toi le Normand, c'est des choses qui peuvent exister, ça? Le Touquet, oui, j'y serai, parce que cette année, j'ai pas pu le faire, malheureusement, suite à ma sortie à la Côte-Fleurie, la voiture n'a pas pu être reconstruite à temps.
Donc j'y suis allé en spectateur. D'ailleurs, tu m'avais interviewé à un point stop, le dernier point stop, je crois. Non, c'était Oui, Mathieu, je crois. c'était Mathieu. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Et oui, exact. Et donc, je serai au Touquet. Après, championnat de France complet, je pense que ça va être compliqué dans le sens où faut avoir quand même déjà un budget assez conséquent, beaucoup de disponibilité. Et, ça va être compliqué pour moi aujourd'hui de pouvoir me rendre disponible tout le championnat. Après la finale, de toute façon, je pense pas faire la finale l'an prochain. Donc, en tout cas, essayer de me qualifier, je pense pas. Donc, plutôt retourner sur des belles épreuves que j'apprécie. Donc forcément, en championnat de France, Touquet, Mont-Blanc, voilà, peut-être le Rouergue, parce que j'ai un arriéré avec le Rouergue, donc il faudra que j'y retourne un jour, parce que la dernière fois que j'y suis allé, ça s'est pas du tout bien passé, donc il faudra que j'y retourne un jour. Et donc voilà, c'est plutôt voilà, faire quelques belles épreuves que j'apprécie voilà, avec la C3. Ce sera plutôt ça, mais effectivement, le Touquet a commencé par le Touquet parce que le Touquet, c'est une grande histoire pour moi. Et voilà, j'ai pratiquement. L'année dernière, c'est la seule édition que j'ai ratée depuis 2007, je crois, ou Ouais, 2008. ouais, ouais. Donc j'y serai bien évidemment. Bon, on aura au moins le plaisir de te retrouver sur le championnat lors de ce rendez-vous. Tiens, il y a Florian Fagnin qui nous a posé une question pour toi aussi. Ça sera un garçon à surveiller à la finale. Oui, Alors, ça sera pas avion. pour la victoire, pour le classement général, ou alors c'est qu'il se sera passé beaucoup de choses quand même. Mais par contre, pour dans les tractions, le F-Raninat, tout ça, je peux dire qu'il sera bien motivé à domicile. Florian qui nous demandait si tu avais quand même parfois la nostalgie de l'Escort ou de la Saxo Super 1600. La Saxo Super 600, c'était aussi une auto incroyable. J'ai eu la chance de rouler dans cette auto. Sébastien Loeb, il a roulé en Saxo Kit-Car également. Il y avait le trophée Saxo Kit-Car quand j'ai démarré et quand je voyais toutes ces autos, ça faisait rêver. La nostalgie, oui, par moments, je me dis c'était incroyable, mais j'aurais plus la nostalgie de l'Escort parce que l'Escort, j'ai vraiment eu le sentiment de passer monter dans une vraie voiture de course monstrueuse, compliquée à dompter et elle m'a apporté beaucoup l'escorte. Et donc, souvent, je me dis, j'aimerais bien l'avoir dans mon garage, l'escorte que j'avais, la belle grosse ex Arnaud Mordac, c'était l'ancienne d'Arnaud Mordac, une ex-usine. Et donc, celle-là, elle était magique. Et c'est vrai que et par moments, je me dis, voilà, c'était une auto incroyable à piloter. Et voilà. Ok. Qu'est-ce que j'avais d'autre à te poser? Oui, on a quand même, voilà, c'est ça que je voulais te dire, on a quand même quelques idées de rallye, hein, parce qu'il y a plein de gens, si tu savais pas quoi faire de ton programme sportif, t'inquiète pas, on te l'a fait. Hein. Je t'ai parlé du championnat de France de rallye, on nous a parlé aussi, pourquoi pas, de te voir revenir au rallye de l'Indre, à Épernay, tu nous en parlais tout à l'heure, pourquoi pas, même si le rallye a un petit peu évolué. Et là, on a Valérie Macron, que tu dois bien connaître aussi, qui nous a parlé de Béthune en 2026. Bon, voilà, ça peut faire des destinations sympas, ça. Moi, j'aime bien les découvertes. J'ai toujours été me balader entre guillemets à droite à gauche. Je suis même allé en Belgique, j'ai adoré ces années-là. Mais non, moi, je suis jamais fermé à aller découvrir de nouveaux rallyes. Après, Béthune, c'est vrai que je l'ai jamais fait. J'ai fait pas mal de rallyes dans le Nord, etc., mais jamais fait Béthune. Cela étant, j'étais toujours au Mont Blanc quand il y avait le Béthunois. Donc c'est un problème de calendrier, mais pourquoi pas le faire? Et en 2026, après l'Indre, c'est un rallye que j'ai fait il y a longtemps aussi, ce rallye-là. Après, non, c'est vrai que pour pas te cacher, pour rien te cacher, je suis souvent sollicité. On m'envoie, ils font bien leur travail. On me sollicite beaucoup pour que j'aille faire des rallyes à droite à gauche. J'imagine. L'Injura, par exemple, je crois que tous les ans, on me le demande. Mais on ne peut pas être partout, malheureusement. On ferait que ça serait idéal. Mais bon, il y a un travail à côté, il y a une famille, et il y a déjà les rallyes auxquels on essaie de participer. Donc, on ne peut pas non plus avoir un calendrier de folie. Mais bon, je suis toujours ouvert pour aller découvrir de nouvelles courses, bien évidemment. Et après, effectivement, championnat de France, ça m'attire parce que j'ai goûté et je sais que c'est quand même incroyable de participer à ces rallyes, mais d'aller découvrir des nationaux à droite à gauche, pourquoi pas, effectivement, dans l'avenir. Bon,
Cool, cool, cool. Je laisserai voilà, les organisateurs de rallye, Ah, les gens qui ont des idées, t'envoyer des messages. Mais voilà, vous le savez en tout cas, Eric est quelqu'un de très sollicité à ce niveau-là, mais vous pouvez tenter votre chance. Une autre question qui nous est posée, ton copilote pour la finale, bon, il n'y a pas trop de surprise, mais on sait jamais. Je te pose quand même la question. là, ça sera Stevie parce que Cédric, Ok. il sera dans le désert. Ah oui, bah oui. Ok, ok, ok. Donc Il effectivement. travaille sur le rallye du Maroc. Du coup, compte tenu de l'organisation qu'on voulait mettre en place pour ce rallye qui est important et pour lequel il fallait bien se préparer, Cédric ne pouvait pas être rentré à temps. Donc, c'est Stevie qui va officier puisque lui avait la dispo sur la finale. Bon, ok, Voilà. ça marche. Bah tu vois, je te Il a la disais. chance d'avoir deux copilotes voilà, sous la main, C'est entre ça, guillemets. c'est pas mal, c'est pas mal. Tu vois, je te disais qu'il n'y avait pas de surprise, mais en fait, il y avait quand même un petit changement. Mais c'est avec Stevie que tu étais monté sur le podium, on le rappelle, du Touquet en Tout à fait. 2024. Donc, on vous souhaite à tous les deux le meilleur destin possible. Et puis, dernière question qui émane du chat. Est-ce que le VH, ça ne brancherait pas un de ces quatre? D'autant que, bah, justement, tiens, il y a une voiture qui va rentrer dès l'année prochaine en VH grâce à la nouvelle annexe, la Ford Escort Group A. Tiens, comme par hasard. Ça pourrait te pencher, ça, un jour? En toute sincérité, oui. Vu l'ampleur qu'a pris le VH depuis quelques années, ça fait envie. Les plateaux se sont bien garnis. Il y a même des pilotes plutôt jeunes qui sont allés faire des piges en VH sur des M3, comme par exemple. Donc, et quand on voit le Tu parles rallye, peut-être un mec du Sud ouais, qui fait les choses en travers, ouais, voilà, on citera pas ouais, son nom, il se reconnaîtra. qui va pas vite en plus. C'est pas un rapide. Bon, ça va pas lui plaire. Ça va pas lui plaire. On lui enverra, je suis pas sûr que ça lui plaise. Non, c'est un pilote extraordinaire. Enfin, quand on voit comment il emmène sa voiture, c'est vrai que c'est bluffant. Donc ça apporte aussi, je veux dire, de la plus-value au VH. Et puis bon, le Tour de Corse historique, je crois qu'il a lieu ces jours-ci. Quand on voit le plateau, moi j'ai quelques pilotes normands qui vont rouler là-bas. Les gens ils reviennent avec les yeux émerveillés. C'est c'est vraiment des rallyes incroyables. Donc forcément, ça me donne envie d'y goûter un jour. Là, j'ai pas, comme tu l'as compris, je suis encore vraiment branché. J'ai encore l'esprit un peu, comme j'ai dit, j'en étais des grands enfants, encore un peu sur l'esprit compétition, l'esprit de donner à fond dans ce que je fais. Mais il est évident qu'un jour, je passerai au VH. En tout cas, j'essaierai le VH. D'autant s'il y a une escorte Cosworth Group A que j'aurai la possibilité peut-être à l'avenir de récupérer, d'acheter, ça serait vraiment, la boucle serait bouclée, de revenir en VH avec une escorte comme ça ou pas, je pense que les gens seraient heureux. Ah bah c'est certain, c'est certain. Alors Mais c'est il faut sûr la que trouver, mais il faut la trouver. exactement, ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire, c'est pas ça devient une pièce un peu de collection. Alors j'en connais une mais je pense pas qu'elle soit en vente. Mais bon, on sait jamais, voilà. Si jamais j'en entends parler, je te Il paraît que mon ancienne, elle est en Belgique, mais OK. du côté de chez MI Racing, mais à vérifier, voilà. Mais bon, c'est vrai que rouler en VH avec cette auto-là et remettre les couleurs d'origine, ça pourrait être rigolo. Ah bah c'est clair, c'est clair. Bah, c'est-à-dire qu'avec cette nouvelle annexe K là, alors je comprends que certains aient pu la décrier un petit peu parce que forcément ça peut ouvrir les portes à l'armement, on va dire, c'est clair. Maintenant, ça va nous permettre aussi de voir arriver des voitures d'une génération, voilà, de notre génération, entre guillemets, de 30 à 50 ans, on va dire ça comme ça, qui nous ont fait rêver. Et forcément, ça laisse rêveur, ça c'est certain. Ouais, Ah, c'est vrai. allez, j'ai encore quelques petites questions un petit peu plus décalées et je te libère, Eric, parce qu'on avait dit 1 heure, on a déjà débordé un petit peu, mais voilà, quand c'est bon, on compte pas. C'est pour ça. Si tu devais choisir entre quand même à ton prime, on va dire, de ta carrière, entre rerouler en WRC, rester en Rallye 2, si tu devais quand même, je te parle pas des voitures en elles-mêmes, mais les sensations en elles-mêmes procurées aussi bien par toutes tes WRC, par les quelques Rallye 2 que tu as pu évoluer, qu'est-ce que tu garderais? Oh, bah, la WRC sans hésiter. Si je ferme les yeux et j'essaie de repenser à des images de spécial, parce que forcément, nous, pilotes, les années passent, mais on garde en mémoire des images, des passages en spécial, etc. Et ce qui me vient tout de suite à l'esprit, le pilotage d'une WRC, Ok, sans hésiter. ok. Sans hésiter. Bon, tiens, en parlant, alors je rebondis sur je lis les commentaires en même temps, hein, je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais
un ami Thierry que je salue, qui nous dit voilà, justement, Christophe Vaison, il vend une escorte Cosworth Groupa sur Mikado. Donc bon, si tu sais pas quoi faire ce soir, une fois qu'on a terminé l'émission, on peut te mettre en relation avec Christophe Vaison également si tu ne le connais pas. Donc je rigole bien sûr, mais je pense que tu auras ses coordonnées. À mon avis, c'est pas un souci. Pour rebondir sur nos questions, justement, tu parlais de WRC, mais si tu devais choisir, c'est, admettons, tu as la possibilité de faire le dernier rallye de ta vie et tu as le choix, c'est soit avec l'une de tes Impreza ou la Fiesta. Tu as le choix entre seulement ces voitures-là, tu choisis laquelle? Je prends la Subaru, la dernière que j'ai eue, la Subaru WRC 12B avec Solberg, la 07, parce que c'était too much. Celle-là, même Cédric qui m'a copiloté à l'époque, déjà, on en parle, c'est ne serait-ce que la stratégie de départ. Avec le 2 litres, c'était une fusée, quoi. Donc, c'est les sensations. Et sur des rallyes vraiment, comme tu dis, si j'avais à choisir un rallye rapide avec cette auto-là, c'était des sensations incroyables parce qu'il y avait. C'était impressionnant. Les passages en courbe étaient impressionnants. Cette auto-là, c'était plus compliqué de la manier dans des rallyes type les rallyes du Var, par exemple, ou Cévennes, où ça tourne tout le temps. C'était l'enfer parce que elle sous-virait en entrée, elle survirait quand je prenais les gaz. Enfin, mais par contre, si tu me dis on fait un rallye demain, je fais un rallye demain, tu prends la voiture que tu veux, je dirais la Subaru S12B et plutôt un rallye rapide. Et là, c'est le rêve, c'est le bonheur absolu. Ok, donc Touquet, Cœur de France, Limousin, voilà, des trucs comme ça. Un Limousin, ouais, tout pas à fait. mal, pas mal. Il y en a eu des bastons aussi au Limousin, hein. Il y a eu des très belles choses qui se sont jouées dans des mouchoirs de poche. Ok, bon bah écoute, on note, si on a la possibilité comme ça avec une baguette magique de te faire apparaître tout ça, on ne manquera pas de le faire. Qu'est-ce que tu choisirais entre revivre une victoire au Touquet avec la WRC face au Rallye 2 comme tu l'as eu fait notamment en 2017, si je dis pas de bêtises, 2017, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu choisirais entre ça ou revivre le podium de 2024, un podium à l'heure actuelle avec la C3? Le podium en 2024, ça a été un moment. J'ai gagné le Touquet 6 fois et donc en 2017 face au Rallye 2. Mais la saveur du podium, je pense, qu'elle était supérieure à la victoire. C'est comme si j'avais gagné. Parce qu'il y a eu une intensité telle encore sur ce rallye et vraiment un suspense jusqu'au dernier point stop et la délivrance dernier point stop, ça s'est joué à rien, quoi. Mais vraiment, on a tout donné et celui-là, on peut dire qu'on a vraiment été le chercher, tu vois, vraiment le chercher avec nos tripes et donc sans hésiter, je dirais ce podium. Voilà, voilà, ma première victoire au Touquet, parce que la première victoire, c'est un moment incroyable, mais par rapport à ma victoire de 2017, je mets sans hésiter le podium de 2024. Bon, ok, on se rappelle les images au point stop, effectivement, beaucoup d'émotions, et c'était on ne peut plus légitime, bien évidemment, parce que la performance avait été top. Tiens, on a quelqu'un dans le chat qui nous a mis un emoji baguette magique, tu vois, donc ça commence à porter ses fruits. On va y arriver, tu vois, on va réussir à refaire pardon, ton rallye de tes rêves. Allez, j'ai encore deux questions pour toi, Eric. On a oublié d'en parler, mais bien sûr, la finale prend place à Lisieux. Et on devrait normalement se rapprocher pas très très loin d'une ville que tu connais bien, c'est-à-dire ta ville de naissance, me semble-t-il. Hein, mon cher Eric, ta ville de naissance, c'est Deauville, très précisément. Tout à fait. Bon, alors du coup, est-ce que tu es capable de me donner, selon le dernier recensement, le nombre d'habitants exact à Deauville? On va voir si t'es bon. Non, je te donnerai pas le chiffre exact. J'ai pas de baguette magique, mais je dirais parce qu'on a un peu une spécificité. Il y a peu de résidents l'année, mais il y a beaucoup de résidents secondaires. Bien sûr. Je dirais, il y a, je vais dire une bêtise, je veux dire, il y a aux alentours de 5-6 000, je dirais 5 500. Eh ben, c'est pas si loin. 3563. Ça, c'est le recensement de 2018. Encore moins que je pensais, tu vois. Ouais, mais c'est le phénomène, bien sûr, avec des gens qui n'y habitent pas à l'année. Il y a 40 000 personnes l'été. C'est ça. Alors justement, Deauville, bon, qu'est-ce qu'il y a de beau à Deauville? Il y a le rallye de la Côte-Fleurie, évidemment, mais il n'y a pas que ça, il y a quand même un petit festival. Donc tu vas quand même nous donner, pour clôturer cette émission, Eric, ton film américain préféré, parce que Deauville est quand même célèbre pour son festival du film américain. J'imagine que tu as bien un film américain préféré en bon Deauvillois, on dit ça comme ça, Deauvillois? Ouais.
Deauvillé. Deauvillé, pardon, je m'excuse auprès de Deauvillé, tous Deauvillé. je vais arriver en Normandie, moi il va m'arriver des bricoles, ils vont m'attendre. Tu révises, et par contre, faut que tu révises. Ah ouais. En plus, j'ai du sang normand, c'est ça le pire dans l'histoire. Mais bon, ça je le dirai pas pour l'instant. Mais bon, en tout cas, je sais pas si t'as un film américain à nous conseiller pour ce soir, pour terminer la soirée, mais vas-y, on t'écoute. Bon, tu sais, je regarde beaucoup de films avec mon épouse, on est beaucoup si j'en avais un cité qui m'a marqué, ça c'était quand j'étais plus jeune, mais je dirais Mad Max. Ok. Bon, Mad Max. Ça marche. Et une des derniers, je crois que c'est le Fury, je crois que c'est pas le dernier ou l'avant-dernier, mais j'avais adoré. Mais Mad Max, j'ai toujours adoré la saga Mad Max. Ok. Bah écoute, je n'ai pas le souvenir, je suis pas assez calé en cinéma pour savoir si ça a déjà été primé à Deauville. Je ne le sais pas. Ah non, parce que tu m'as demandé un film prime à Deauville. Ah non, pas forcément. Non, pas forcément. Un film américain. Je suis quand même pas allé jusque là. Ah oui, d'accord. C'est compliqué là. C'est un peu compliqué. À la limite, je t'aurais parlé des pilotes qui ont gagné la Côte Fleurie ou qui ont fait des scratchs à Deauville, pourquoi pas. Mais là, quand non, je suis pas allé pousser le bouchon aussi loin. Bon, bah écoute, Eric, je te remercie d'avoir été à nos côtés. On approche, on est arrivé à la fin de cette émission. Je te remercie sincèrement parce que c'est ce que je disais en intro. Tu vois, je vais en profiter pour raconter une petite histoire, mais j'ai découvert forcément quand j'étais plus jeune, voilà, je suivais le championnat de France de rallye au travers des DVD échappements notamment, parce qu'on n'avait pas accès. Encore une fois, il faut bien réaliser qu'on pouvait aller au Critérium des Cévennes quand on habitait dans le sud ou je ne sais quoi, mais on pouvait, c'était pas forcément évident d'avoir accès à toutes les informations. Donc on attendait le DVD échappement. Moi, ça m'a fait rêver les bagarres, Eric Brunson, les Eric Moffret, les Patrick Rouillard, tout ça. Et je me rappelle quand même que mon premier touquet en tant que commentateur du championnat de France des rallyes, t'étais là, c'était en 2022 avec l'Apollo. Et je vais pas te mentir, ça m'a fait quelque chose quand même de venir t'interviewer pour la première fois. Là, je me suis dit, ah ouais, ça y est, là quand même, on est dans le grand bain. Plaisir. On est dans le grand bain. Donc c'est cool, voilà, pour toutes ces raisons, ça me faisait plaisir de te recevoir dans cette émission à quelques jours de cette finale. J'espère que tu as pris du plaisir, Eric, à répondre à toutes nos questions. Hein. Moi, je me suis éclaté et puis reste comme tu es. Hein. C'est vrai que j'adore ta façon d'animer, c'est top. Tu le fais très bien en championnat. Là, derrière ta chaîne, là, c'est top. Franchement, bravo. Et je suis aussi fier quand des gens comme toi me disent on t'a vu par le passé, on a des images plein la tête. Voilà, bon, ça fait hyper plaisir. C'est aussi pour ça que je le fais. C'est aussi pour essayer j'ai mon plaisir, mais je le partage avec d'autres personnes et c'est ça qui est important. Eh bah écoute, pourvu que ça dure le plus longtemps possible et je te remercie pour tes mots en tout cas, Eric, c'était chouette. Merci à toutes celles et ceux qui ont regardé cette émission. Je vois que vous avez été nombreux et nombreuses, donc un grand merci encore une fois d'émission en émission d'être encore plus nombreux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. J'ai une petite émission aussi dans les tuyaux qui sera pas forcément liée à la finale de la Coupe de France des rallyes, mais on essaiera quand même d'en reparler. On sera à J-7, donc la tension va monter, quoique peut-être, il y aura peut-être des petits aménagements. Je vous dirai ça très très prochainement. En tout cas, vous restez connectés sur mes réseaux sociaux pour découvrir le nom de la personne que j'aurai dans cette émission. Et puis je le rappelle aussi, pas de stress pour celles et ceux qui sont arrivés en cours de route dans cette émission. Vous avez peut-être pas pu rembobiner là en live, mais d'une part elle sera disponible sur ma page Facebook, donc pendant un mois avant qu'elle soit supprimée par Meta, et dès demain je vous la publie sur YouTube. Ça n'a pas forcément vocation à devenir la chaîne YouTube du siècle, mais en tout cas vous pourrez retrouver cette émission et la regarder de manière illimitée. Voilà tout. Merci à vous toutes et tous. Merci beaucoup Eric. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis écoute Eric, je te dis à très vite par chez toi. Ciao. Allez, au revoir tout le monde. Bonsoir. À bientôt. Salut Pierre.